comme chaque année, pour moi, c'est un grand plaisir de remettre le prix de la femme de l'année. Je vais vous réexpliquer juste rapidement le principe. Donc, on s'est réunis, un jury de journalistes, tous spécialistes du secteur, et chacun vient avec ses candidates. Il défend une ou plusieurs candidates, il choisit. Chacun défend avec ses arguments, et puis on en retient 3, et finalement on en élit une. Alors vous connaissez son nom pour la femme de l'année 2017, mais je vais faire comme s'il y avait un peu de suspense encore, je ne vais pas tout de suite dire son nom. Je vais d'abord appeler sur scène pour remettre le prix avec moi celle qui a reçu le prix de la femme de l'année 2016, Agneta Dahlgren, donc responsable du design des véhicules du segment C. Responsable du design des véhicules du segment C de Renault et des véhicules électriques, c'est toujours ça, Agneta? Absolument, tout à fait. Tant mieux. Alors qu'est-ce que ça te fait? Enfin, on se tutoie, parce que maintenant, entre femmes de l'année, on se tutoie. Comment s'est passé cette année? Qu'est-ce que ça te fait d'être là, de revenir Oui, c'est avec remettre la couronne. C'est avec une grande émotion, parce qu'à partir de ce soir, je ne suis plus la femme de l'année. Donc c'est avec un peu de tristesse finalement, mais aussi avec beaucoup de joie que je suis là ce soir. Mais ça a été une belle année. Être femme de l'année, finalement, ça nous laisse la parole, ça montre, ça nous donne le droit finalement de nous exprimer. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que, donc ce soir, terminé alors. Voilà. À partir de ce soir, c'est terminé, peut-être. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure, au fil des années, on voit qu'il y a plus en plus de propositions qui sont faites dans la part des jurys, ce qui est quand même t'as raison, significatif. Christophe, je ne l'ai pas dit et tu as raison de le souligner. C'est-à-dire qu'au début, on se battait avec 4-5 femmes comme candidates. Chacun espérait que l'autre ait pensé un nom, en fait. Et puis maintenant, on en a trop, mais vraiment trop, et les débats sont animés. Oui, il y en a trop. Oui, il y en a trop. En attendant qu'on puisse nommer la présidente de Valeo Chine comme femme de l'année. Voilà. D'ailleurs, juste avant de continuer, je voulais quand même donner le nom de nos jurys, parce qu'ils sont vraiment chouettes, et tous les ans, ils sont là. Alors, on a Denis Astagno de Radio France, Nabil Bourassi de La Tribune, Christophe Bourou, fidèle de RTL et toujours en retard, Louis Daubin de Kilomètre Entreprise, Pauline Ducamp de Top Gear, Jean-Pierre Jeunet de l'Argus, Alexandre Guillet du Journal de l'Automobile, Ali Amami du Mobiliste, qui est là ce soir, Florence Lagarde, Alexandra Legendre de l'Automobile Magazine, Jean-Rémy Macchia, qui est aujourd'hui indépendant, Laurent Meillot, qui s'occupe du Journal des ingénieurs automobiles, Brice Perrin de l'Autojournal, Tanguy Kemener de l'AFP et Caroline Ridet de The Pro. Voilà, je les remercie vivement. Alors juste, Agneta, est-ce qu'il y a des femmes de Renault qui sont venues te voir cette année pour te demander conseil un petit peu sur leur carrière? Pas tellement finalement, mais j'ai l'impression que... je ne sais pas si on ressent ce besoin. On a déjà un petit système de mentoring chez Renault, donc j'en fais partie auprès de jeunes filles. Mais peut-être pas plus, puisque j'étais la femme de l'année cette année que d'autres années précédentes. Je pense que finalement, chez Renault, être une femme, j'ai pas l'impression qu'on le ressent comme étant un frein à la carrière. Mais parce que Renault a fait beaucoup de choses et Claire Martin agit beaucoup dans ce sens. Alors avant d'appeler notre super femme de l'année 2017, juste, tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Il y a du nouveau? Donc Mégane, Scénic, voiture électrique, beaucoup. Et dans les cartons? Ouais, c'est dans les cartons. Il y a des trucs plein de choses. Des belles choses. On est entre nous, c'est pour quand? Ouais, bientôt. Ayez patience, ça va venir. D'accord. Alors, je le fais, moi. Alors, cette année, on a élu une femme super. Enfin, tous les ans, elles sont vraiment super. Et cette année, vous allez voir, elle déménage. Elle s'appelle Saran Diakité Kava. Elle est Head of User, alors je le dis toujours très mal, Experience Customer, enfin l'UXCT de PSA, et en charge des IHM de PSA. Je l'appelle à nous rejoindre sur scène.
Venez, venez. Ah, Saran ne vient pas seul. Jamais. Bravo. Vous amenez toutes vos copines, c'est sympa. J'ai laissé dire à Émilie votre titre exact parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc vous allez tout nous dire. Allez-y, allez-y. Alors d'abord, c'est... Oups. Ah bah voilà, elles sont nombreuses. Allez-y, allez-y. Alors, la femme de l'année chez PSA, ce sont les femmes de l'année que j'ai voulu sélectionner, si je peux me permettre. On a PSAisé la soirée, parce qu'on dit toujours Uberisé, mais on peut aussi PSAiser les choses. Et donc j'ai fait une petite sélection, tout le monde n'a pas pu venir, mais des femmes qui m'inspirent, des femmes de talent avec lesquelles je travaille tous les jours, donc je voulais leur dire, qui font un travail extraordinaire. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes dans l'ombre qui n'ont pas toujours la parole. Et c'était aussi pour moi l'occasion de remercier les femmes de l'équipe UX City et consorts et partenaires qui font vraiment des miracles au quotidien. Alors on les applaudit. Bravo. Alors, Saran, je vais te remettre le trophée et peut-être faire une photo du coup avec ton équipe. Attends, voilà. Peut-être faire une photo avec ton équipe. Donc il y a plein de femmes en fait à la R&D de PSA, hein, finalement, Jacques Alchenbro. Il y a beaucoup de femmes à la R&D. Allez-y les filles, ça nous fait des futures candidates. Est-ce qu'il y a une chinoise dans le... Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Agneta, tu restes avec nous? Peut-être... on va mettre Saran entre nous. Alors Saran, oui, peut-être on va te laisser redire le titre de ton poste que je n'arrive jamais à dire, et lui non plus. Ça veut dire que chez PSA, il faut qu'on arrête les acronymes, hein, parce que c'est Head of User Experience Cockpit Team. Exactement. Voilà. Un HMI pour Human Machine Interface. Ok. Alors concrètement... You know what I mean? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, concrètement, voilà. La user experience, c'est un buzzword que vous avez tous entendu ces dernières années et qui pourtant vient de loin, qui consiste à créer une synthèse innovante qui a du sens pour l'utilisateur, qui soit positif, qui soit mémorable et qui permette un dialogue beaucoup plus appréciable, beaucoup plus intelligent entre un utilisateur et une marque, ses produits, ses espaces. C'est vraiment une quête de cohérence de bout en bout qu'on mesure plutôt par l'émotion qu'on ressent lorsqu'on la vit. Alors, juste pour peut-être résumer aussi la raison pour laquelle on vous a élu, mais c'est pour aussi tout le reste, et aussi parce que vous avez une façon de travailler avec les équipes qui est formidable, qui est nouvelle, qui innove chez PSA. Et d'ailleurs, vous l'avez encore prouvé et illustré là en les invitant à venir. On a dit dans le jury que vous étiez rock'n'roll. Voilà. Ouais, on a dit il y en a elle une est qui est plus rock'n'roll que moi là-bas. Elle déménage. Alors juste, je vais faire un petit sondage. Est-ce que dans la salle, qui a conduit le nouveau Peugeot 3008? Qui a eu le plaisir de monter à bord du Peugeot 3008? Donc vous avez découvert le nouveau e-cockpit du Peugeot 3008, n'est-ce pas? Ça vous a plu? Ceux qui ont levé les mains? Oui, oui. Eh bien, c'est à Saran et toutes ses équipes qu'on le doit. C'est à l'équipe qu'on le doit. Oui, mais peu importe, il faut bien quelqu'un qui dirige la barque et qui donne des directions. Alors, sur ce point, j'ai besoin de clarifier un petit peu, parce que même par, j'ai envie de dire, honnêteté intellectuelle, c'est toujours un peu délicat de se voir approprier comme ça la création d'un produit. L'automobile, c'est une machine lourde et compliquée à mettre en branle, mais qui avance malgré tout, et dont on ne peut pas s'approprier le résultat d'un produit à la fin. C'est vraiment un travail collectif qui dure des années, et où on se passe la balle, où on suit de bout en bout. Et le plateau UX City est un plateau relativement récent au sein du groupe PSA. Les équipes qui travaillaient sur le iCockpit travaillaient bien avant la mise en place du plateau, et le plateau a été un formidable outil accélérateur pour permettre d'accoucher des produits peut-être plus rapidement et de manière beaucoup plus fluide que si on l'avait fait dans la méthode précédente. Oui, ce plateau, c'est une équipe totalement pluridisciplinaire. Vous êtes 230 personnes, c'est ça, avec des métiers complètement différents. Et puis pas de bureau, pas de cloison, pas de bureau attitré. Vous travaillez tous ensemble. Esprit start-up un peu, non? Oui, tout à fait. Alors, il y a notre
directeur des talents et des ressources humaines de la R&D, qui en parlerait sûrement mieux que moi, puisqu'il a été aussi à la manœuvre pour mettre en place cette dynamique. Et effectivement, on parlait tout à l'heure d'attractivité avec Valeo, qui crée à la femme. Chez PSA, on essaye de créer un esprit, un état d'esprit qui est celui du groupe actuellement, d'entrepreneuriat, de collaboration, d'agilité très dynamique, et qui se manifeste aussi à travers les nouveaux aménagements qu'on a mis en place. Et le plateau était le premier. Alors, comme vous êtes la femme de l'année, vous n'échapperez pas au CV Express. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce que vous faites? Juste, moi, et n'oubliez pas de dire, parce que j'y tiens beaucoup, qu'au départ, vous êtes musicienne. Ouais. Oui, c'était l'anecdote. Non, mais c'est pas une anecdote pour moi, parce Qui n'en que est ça a pas du une. sens dans votre parcours. Mais tu as raison. Tu as raison. Je parle souvent de la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, et on a chacun nos sources d'inspiration, nos loisirs. Bon, pour moi, c'est la musique. Et effectivement, j'ai démarré ma carrière dans la création par la musique au départ. Et pour la petite histoire, parce que je voulais qu'on voulait discuter un peu de ça, ça va faire une grosse digression, préparez-vous. Donc moi j'ai un parcours assez classique, conservatoire, piano, voilà. Et finalement, c'était une manière de découvrir une langue étrangère et puis d'apprendre à connaître les règles, à reproduire tout cela de manière très précise, très interprétée, etc. Et je m'amusais pas du tout en fait. C'était un peu comme un petit singe savant, vous voyez. Et à un moment donné, j'ai découvert le jazz, toujours dans un conservatoire, mais plutôt orienté jazz cette fois. Et là, j'ai découvert ce que c'était que jouer, de créer, de se tromper. C'est pas grave, ça peut faire partie du thème si on répète plusieurs fois l'erreur, on y croit. Et donc ce côté un peu quick test and learn et ce travail aussi en synthèse avec plein d'autres instruments que simplement son instrument de soliste, etc. Ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait finalement faire de la création et s'amuser en travaillant, parce que c'était un peu du travail, hein, le conservatoire en classique, pour ceux qui en ont fait. Et donc cette approche-là, quelque part, c'est aussi une approche qu'on essaie de mettre en place dans la manière dont on s'anime au quotidien, avec des femmes dont certaines sont montées ici, qui ont parfois un humour au quotidien complètement délirant. Et ce jeu aussi, on l'amène dans les expériences qu'on crée pour les utilisateurs, pour leur amener toujours plus de plaisir, de manière très sérieuse. Hein, c'est un travail assez sérieux de créer du plaisir, notamment de conduire, mais sans forcément se prendre au sérieux. Donc on a nous vous chercher dans un club de jazz, non, c'est pas ça? Non, entre-temps, il y a eu un conservatoire. Ah oui, non, donc entre le conservatoire et PSA, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, donc j'ai fait une école de design et j'ai fait un diplôme en design sonore pour essayer de mixer création d'un côté et puis passion musicale, création de son de l'autre, qui était un peu exotique hein, dans cette école. Faire un diplôme de design sonore, c'est un peu étrange dans une école de design industriel, c'est très sérieuse. Et puis ensuite, j'ai travaillé à mon compte en France et à l'étranger. J'ai même été naturaliste dans un campement scientifique qui étudie les baleines à bosse en Patagonie pendant plusieurs mois. Quand on s'est dessiné, il y a plein de portes qui s'ouvrent à nous, puisqu'on a une espèce de langage assez universel qui permet de faire des choses complètement dingues. Et donc, voilà, j'ai travaillé à mon compte en agence pendant de nombreuses années, et j'ai rejoint le groupe PSA fin 2011. Mais ce qui est sympa, c'est qu'au départ, vous faisiez donc du design sonore, du design de l'interaction, mais c'est vous qui avez eu envie d'aller voir le secteur automobile. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez voulu changer de direction quand même. Qu'est-ce que vous vouliez apporter au secteur auto en fait? Alors, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. Je préviens, je mets des petits guillemets. L'agence pour laquelle je travaillais, qui travaillait pour de nombreux grands comptes, qui s'appelle Troisième Œil, qui s'est fait racheter par Dassault Systèmes il y a quelques années de cela, m'avait mis dans une situation où je vais un peu réfléchir à should I stay or should I go, en fait, à ce moment-là. Et j'avais envie de changer d'univers, et parmi tous les univers que l'agence avait embrassés, et vraiment on avait embrassé très 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 large, hein, du BTP jusqu'à l'aérospatial, en passant par la téléphonie, etc. J'avais pas du tout, jamais eu l'occasion de travailler dans l'automobile. Et je n'appréciais pas spécialement le domaine automobile, puisque on dirait pas parce que j'ai des talons, mais j'aime la moto. C'est le motard. Voilà. Et donc je m'étais dit, tiens, est-ce que j'irais pas justement dans un domaine qui n'est pas forcément mon inclinaison naturelle, pour voir si je peux pas, d'une manière ou d'une autre, influencer ce domaine, l'orienter peut-être un peu plus dans ma vision du monde un peu écologique. Et j'ai fait une proposition à Renault. Voilà. Et Renault, c'est bien parce qu'il y a plein de gens de Renault ici. Je ne veux pas me faire que des amis.
Renault n'a pas forcément vu l'ambition, ou en tout cas saisi la proposition que j'avais faite sous la forme d'un dossier, etc., à sa juste mesure en tout cas, et m'a fait une proposition qui était bien en dessous de ce que je voulais apporter finalement à l'automobile. Et juste après avoir refusé du coup d'aller plus loin avec Renault, un chasseur de tête de PSA m'a contacté pendant mes vacances et m'a proposé un poste qui ressemblait vraiment, enfin une création de poste qui ressemblait vraiment à ce que j'avais mis dans le dossier pour Renault. C'était la création d'un laboratoire des nouveaux usages. Oui. C'est ça. Qui s'appelait UX Innovation. Entre ce que vous avez imaginé au départ et ce que vous avez fait concrètement, est-ce qu'il y a eu une grande différence? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce qu'au contraire vous êtes enthousiaste par rapport à votre idée de départ? Alors j'ai un niveau d'exigence tel que je suis jamais vraiment satisfaite. J'en connais beaucoup. Hein. Donc j'ai envie de dire non. Et en même temps, j'avais pas forcément les moyens. Enfin, il y avait toujours un petit écart entre les moyens et l'ambition, qui faisait que par rapport aux moyens qu'on m'a donnés, finalement, c'est pas si mal. Et puis il y a de nombreuses personnes dans le plateau UX City qui ont travaillé avec moi dans l'équipe Uxine ou en partenariat avec cette équipe à l'époque. Et je pense que peut-être qu'elles en témoigneront plus tard, mais j'ai l'impression qu'on a quand même fait tous ensemble du bon travail dans le contexte dans lequel on a mis ça en place. C'était quand même le moment de la crise, c'était pas forcément très évident. On a le sentiment que les constructeurs font de plus en plus appel à des petites structures, une sorte de petites start-up effectivement au sein de leurs entreprises. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est-à-dire que vous êtes indépendant? Est-ce que vous avez votre propre façon de fonctionner? Ou comment ça marche au quotidien? Donc personne ne vous écoute là, ils sont non, mais entre nous. C'est bien parce que on s'en parle souvent avec la petite équipe. On a un mode de fonctionnement relativement inédit, me semble-t-il, qu'on écrit, qu'on améliore, qu'on met à jour en continu. C'est une forme de démocratie participative comme à Porto Alegre et au Brésil par exemple. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez dynamique. C'est pas vraiment le règne du grand chef et puis tout le monde se met en ordre de bataille. C'est plutôt démocratique comme animation. Et par ailleurs, ça s'inspire beaucoup de ce qui se pratique dans le digital. D'aucuns appellent ça les méthodologies agiles. Il y a plein de frameworks différents, Scrum, Safe, etc. Et donc on travaille comme ça, et c'est vraiment une animation qui est assez loin finalement de la manière dont fonctionne traditionnellement une entreprise industrielle, j'ai envie de dire en dur. Mais quand même, c'est une espèce de grande vague comme ça qui est en train de submerger toutes les grandes entreprises, la vague de l'agilité qui nécessite de réinventer complètement les modes de fonctionnement. Est-ce que c'est le cas chez Renault? Dans certains domaines, oui. Ouais. Pas partout, mais dans certains domaines, c'est oui. une tendance. Ouais. Quand vous avez été nommé, Saran, donc c'était en mai 2016, à la tête de cette nouvelle l'UXCT. Et direction opérationnelle, ça sera plus simple. Merci. Mais bon, vous étiez déjà dans le laboratoire des nouveaux usages, vous avez travaillé sur les IHM, vous avez travaillé sur le véhicule autonome, etc. Mais bon, quand vous avez été nommé, il y avait quand même Carlos Tavares a mis quand même une grosse pression sur toutes les équipes pour que les véhicules du groupe soient beaucoup plus attractifs. Et ça, d'un point de vue du design extérieur, mais surtout du design intérieur, vous aviez du coup un cahier des charges qui était simple. Il fallait redonner du plaisir à conduire une Peugeot, une Citroën, une VS. Et pour pas cher. Et pour pas trop cher. Enfin, quoique, parce qu'il y a un pricing power. Bon, bref. Et c'est la façon dont vous êtes allé rechercher le plaisir, moi, qui m'a fascinée, comme vous m'en avez parlé. Comment vous avez fait pour clairement créer du plaisir au sein de l'habitacle, du nouveau e-cockpit, et surtout comment vous l'avez objectivé, puisque c'était toute votre démarche, c'était de dire, bon, on peut dire je redonne du plaisir, mais il était quand même question de l'objectiver, ce plaisir. Alors, je vais essayer de répondre en reprenant un peu quelques éléments d'historique. Il y a quelques années de cela, on a eu l'occasion de parler de la dynamique du plaisir et puis j'avais fait une interview qui s'appelait « Concevoir de l'amour ». L'achat automobile, c'est pas un achat complètement rationnel, sinon il y en a qui achèteraient pas des coupés cabriolets avec des enfants derrière. Donc c'est pas un achat rationnel, et résultat des courses, il faut quand même se poser la question, quand on fait une démarche très objective et rationnelle de conception, de développement d'un produit industriel irrationnel, de comment est-ce qu'on mesure ça. Et donc on s'est lancé il y a plusieurs années de cela, il y a plusieurs équipes de PSA dans la salle qui travaillent aussi avec ces nouvelles méthodes, on s'est lancé sur l'identification des inducteurs du plaisir.
on avait des hypothèses. On a un petit volant qui apporte quand même ce petit côté très sensible, très fluide dans la conduite, qui est un peu particulier. On a ces touches piano maintenant dans P8 où il y a vraiment un petit toucher comme ça. Le rapport avec le jazz. Voilà. On a des animations dans le combiné qui créent ce supplément d'âme au quotidien et qui font juste du bien. Ça sert à rien et c'est tellement bon. Et donc on s'est dit, mais ces inducteurs finalement, est-ce qu'on sait les identifier ? Oui, oui, on a trouvé une méthode pour ça. Du coup, est-ce qu'on sait les évaluer, à quel point ils contribuent à cette émotion qu'on ressent quand on sort de cette voiture ? Et à la fin, est-ce qu'on sait les réinjecter pour concevoir de l'amour ? Oui, c'est possible. On peut, en jouant sur quelques leviers, finalement, qu'on a, et des petites choses simples qui sont dans les interactions machines. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple qui est assez parlant. Il y a une étude qui a été faite il y a longtemps maintenant, c'était au lancement de l'iPhone, au moment où l'iPhone arrivait et puis qui ringardisait tout le monde. Qu'est-ce qui s'était passé ? On n'avait rien compris. En 2007, des neuromarketeurs, donc c'est des gens qui font à la fois de la neurologie et du marketing, avaient comparé les modalités d'interaction qui étaient en jeu lorsqu'on utilisait l'iPhone versus tous les autres téléphones du marché. Et ils analysaient ce qui se passait au niveau de notre cerveau, essayer de comprendre quelles étaient les zones du cerveau qui étaient excitées à ce moment-là. Et l'iPhone, tout comme les autres téléphones du marché à cette époque-là, excitait la zone de la peur. Peur d'être coupé du monde, peur d'apprendre une mauvaise nouvelle, etc., de perdre mes amis. Mais l'iPhone, contrairement aux autres, il excitait aussi la zone de l'amour. Mais pas tout le temps. Quand on faisait Slide to Unlock, par exemple. Voilà. Et donc il y a des éléments de sensualité qui sont un peu irrationnels, qu'il faut arriver à identifier pour les mettre dans nos produits et créer des expériences complètement époustouflantes, comme dirait Gilles Leborgne, notre directeur R&D, qui est en Inde et qui vous salue. Et voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire, tout en gardant bien sûr un socle pragmatique, sécuritaire, ergonomique, amener ce supplément. Ça veut dire que chez la plupart des acheteurs de la Peugeot 3008 aujourd'hui, qui est équipée du nouveau e-cockpit, quand ils touchent son petit volant, ça déclenche l'hormone du plaisir, de l'amour dans son cerveau. La zone de l'amour se déclenche assez régulièrement, hein. On ne sait pas toujours comment ni pourquoi. Il y a des livres très intéressants sur le cerveau d'Iris Aberkam, pour ceux que ça intéresse. Non, mais c'est ça que vous avez mesuré, quoi. Mais on mesure. Alors nous, on n'a pas de protocole très intrusif. On met pas tout le monde dans des IRM. On travaille avec des chercheurs. Mais on travaille avec des chercheurs là-dessus, tout à fait. Et pas que pour Peugeot. Il y a ma responsable cockpit de marque DS qui se cache, qui vous en parlerait aussi très très bien. Et d'ailleurs, dans la DS7 Crossback, il y a aussi des choses qui apportent ce supplément d'âme que vous avez peut-être remarqué. On déclenche d'autres hormones. On déploie ça très largement. Mais genre, par exemple, chez Peugeot, c'était on déclenche l'hormone de l'amour, du plaisir. Enfin, on active la zone de l'amour dans le cerveau. Est-ce que chez Citroën, on veut activer une autre zone du cerveau ? Non, mais c'est très sérieux. Les suspensions. Chez DS, une autre. Non, mais est-ce que c'est d'autres Bon, on va faire un cours sur le plaisir alors. Alors, il y a 5 typologies de plaisir, mais c'est intéressant. Le plaisir psychologique, social, esthétique, physiologique, théorique. Et le vôtre, quand vous avez reçu le prix de la femme de l'année, c'était... Ça les a tous excités en même temps, c'est ça. Le plaisir social, parce que c'est un prix que je reçois avec grande fierté, un petit peu d'incompréhension, mais de grande fierté, pour toute l'équipe qui, comme j'en ai présenté quelques-unes, qui sont pour moi des sources d'inspiration, qui sont emblématiques de l'effort que ça représente de sortir des produits comme cela. Mais je le reçois avec fierté pour toute l'équipe, donc plaisir social. En tout cas, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des années, on n'a pas arrêté de parler de la voiture en étant quelque chose de vraiment anxiogène. Et là, pour une fois, on entend parler de voiture d'une façon, on va dire, l'amour, etc., très positive. Il y a quand même un changement. Ça veut dire que pour vous, il y a un véritable changement, on est en train de basculer, ça change, le bashing anti-voiture est en train de prendre un virage, si je puis dire, ou c'est une vraie tendance ou pas ? Alors, la user experience, donc... Ou là, je m'enflamme. Ouais, ok. Là, on a déclenché une hormone chez nous. Donc on va parler un petit peu des chiffres du marché auto. Mais surtout pas. Il y a des gens beaucoup mieux placés que moi pour en parler ici. Non, la user experience, ça s'appuie sur 3 grandes dimensions. Utilité, voilà, on propose quelque chose qui sert quand même en tout cas, on est censé proposer une solution, une proposition de valeur. L'utilisabilité, cette proposition de valeur, il faut pouvoir s'en servir. Et puis le plaisir à l'usage. Et le plus souvent, on pense ergonomie et on s'arrête là. Oui, bien sûr, il en faut. Il y a toute une dimension complètement irrationnelle qu'il faut arriver aussi à
apprivoiser et à canaliser, à réinjecter pour qu'au quotidien, il y ait vraiment du plaisir, que ce ne soit pas juste une galère, quoi. Agneta, vous partagez ce... Oui, tout cette à fait. façon Je de trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que je trouve que tu es vraiment un exemple d'un métier, je pense, qui n'existait pas il y a quelques années et qui, aujourd'hui, on dit que beaucoup de métiers à venir, on ne les connaît pas aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est vraiment un très, très bel exemple de ce type d'activité nouvelle. C'est vrai. Alors, Elisabeth arrive. Tout le monde a faim. Est-ce qu'on peut quand même raccourcir, demander, hein. parce que derrière chaque On l'a grande pas vu. femme, il y a un homme. Donc, je voulais savoir comment à ce poste aujourd'hui important, Sarah, vous managez vie personnelle et vie professionnelle sans tout dévoiler. Vous êtes la maman de 2 enfants. Voilà. Donc comment Je manager cherche ça des yeux mon conjoint qui est peut-être caché quelque part, Qu'il se montre. qui n'est peut-être pas arrivé. David, si tu es là, fais-moi un signe. Ceux qui arrivent en retard, c'est scandaleux. Des enfants. Non. C'est vrai Non, c'est vrai. Ces hommes en retard alors Ouais, encore Hein, un. Christophe C'est scandaleux. Non, il doit être en Bref. train de boire, lui, quelque part. Je sens qu'il va rater une déclaration. Non, mais pour être très clair, quand ce poste m'a été proposé, je ne l'ai pas accepté tout de suite. Ça voulait forcément dire un engagement d'une autre nature, à nouveau, 5 ans après, parce que ça fait 6 ans que je suis chez PSA. Et donc j'avais besoin qu'on prenne cette décision ensemble, et il a très gentiment décidé de démissionner. Ah. Et de ce qui est très courageux, et voilà. Pour Je pense s'occuper que des tout le monde enfants. ne le fait pas. Alors pas que, Ouais. parce qu'il a du coup il a eu la possibilité de se remettre en freelance et de continuer à enseigner le dessin dans les écoles d'art et en plus faire son activité d'artiste. Mais du coup, il a décidé de démissionner pour amener plus de flexibilité pour la gestion du temps, les enfants. Et sans ça, c'était juste pas possible. Donc c'était l'occasion, oui, c'était la déclaration. Il n'y a l'occasion personne pour entendre. d'applaudir. On peut l'applaudir. Il est en tout cas applaudi. Alors je crois que nous devons conclure pour faire les photos. Et alors vous nous avez dit, bon, toutes ces femmes vous inspirent, mais si vous en aviez Elle s'arrête une pas, à Émilie, citer, hein. pour conclure, est-ce qu'elle a le droit d'en citer une femme? Alors les femmes qui m'inspirent, j'en ai vu tout à l'heure. Je fais peut-être la Sophie, Marjorie, Sarah, voilà. Enfin, Demandez à Christophe si vous connaissez pas les prénoms. Elle me parlait. voilà, et puis bien sûr toutes celles qui sont avec moi aujourd'hui et que je remercie d'être là. Alors Laure, Rosen, Maude, je vais toutes les faire, hein, Delphine, Gaëlle, les filles là. Levez-vous, je ne vous vois même pas. Aurélie, Céline, Félicie, Cyril, enfin il y en a. Anne, voilà, j'en ai peut-être Alors on oublié, les je suis applaudit désolée. toutes. Voilà, Et merci on à vous. vous remercie tous.